Salut, ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc ce soir, nous allons aborder encore un sujet choquant que nous avons intitulé « La nature a programmé les femmes à être mamans ». On sait que ça va choquer les femmes. Mais la réalité, c'est la réalité. On s'en fout. Donc, on avance. Quand on observe la femme, ce qu'on constate est qu'elle vit ou bien elle est en train de vivre deux vies. C'est-à-dire celle de poursuivre sa carrière ou celle d'être femme au foyer. Quand elle choisit la première, qui est celle de faire carrière, elle passe à côté de tout ce qui a rapport à la féminité et à la maternité. Bien sûr que des fois, elle arrive à avoir cette carrière tant souhaitée. Elle arrive à être financièrement indépendante, mais elle est la plupart du temps malheureuse. Et cela peut se voir sur son visage, dans son parler, et dans son comportement. Bref, on peut détecter tout son malheur. Et des fois même, quand une femme carriéreuse a un enfant, elle a tendance à accorder plus de temps à sa maternité qu'à sa carrière. D'autres encore vont juste arrêter. Elles vont jusqu'à arrêter de travailler pour s'occuper à plein temps de leur bébé. Voyez un peu. Mais quand elles décident d'adopter le second style de vie, qui est celle de femme au foyer, là, tout change. Voyez un peu. Pourquoi je dis que certaines femmes carriéreuses arrêtent leur carrière ou bien mettent une pause pour s'occuper de leurs enfants? C'est tout simplement parce qu'elles sont programmées pour être des mères. Donc, quand l'enfant est là, il y a cet instinct de maternité là qu'il appelle. Il y a ce truc-là au fond d'elle qui lui dit non, l'enfant est plus important que la carrière. Donc, c'est ça qui fait qu'elles mettent souvent des pauses, bien stoppent carrément leur carrière pour s'occuper de leurs enfants. Vous voyez un peu. Maintenant, le second choix de vie qui est celle de femme au foyer, vous allez voir que les femmes au foyer sont plus épanouies. Elles peuvent vous dire le contraire, vous raconter que non, qu'elles sont malheureuses, qu'elles veulent ressembler aux femmes carriéreuses. Elle dit ça, c'est parce que la femme de nature est envieuse, tout simplement. Elle est envieuse et elle veut ce qu'elle ne peut pas avoir. De la même façon, la femme au foyer veut avoir la vie de la femme carriéreuse. De cette même façon-là, la femme carriéreuse veut avoir la vie de la femme au foyer. C'est toujours comme ça. Elle ne peut pas avoir les deux à la fois, mais elle voudrait avoir les deux à la fois. Donc, le second style de vie qui est celle de mère au foyer ou bien femme au foyer, vous allez voir que elle profite de sa vie, de son temps. Elle se réjouit de tout ce qui est féminin et maternel. Elle est différente en fait de celle qui fait la carrière. Oui, un peu. On peut quand même voir qu'elle est heureuse et épanouie, mais elle se sent frustrée, comme je le disais, parce qu'elle est envieuse de nature. Elle se sent frustrée parce qu'elle n'arrive pas à avoir cette indépendance financière ou une carrière, tout simplement. Sinon, elle n'est pas aussi malheureuse que ça. Elle a l'impression d'être inférieure ou de manquer quelque chose, mais en vrai, elle ne manque rien du tout. Ce qu'elle manque, c'est les trafics. C'est les bruits de voiture pour aller au travail. C'est le stress du travail. Ce sont les choses qu'elle manque, tout simplement. Elle manque la compétition dans un monde qui ressemble à la jungle. C'est ce qui lui manque. Sinon, pas ça, il n'y a rien qui lui manque. Quand elle décide d'aller travailler, c'est ce qu'elle va aller rencontrer. Peut-être qu'elle aura l'indépendance financière, peut-être pas. Mais les stress et tout ça, là, elle va rencontrer ça.
Ça, c'est garanti. Vous voyez un peu. Donc, comme la femme veut avoir ces deux styles de vie, elle s'est efforcée pour créer un système pour poursuivre ou vivre les deux styles de vie. Mais comme on ne poursuit jamais deux lièvres à la fois, on voit qu'en voulant faire les deux, elle n'atteint pas vraiment le sommet dans aucune d'elles, mais juste un peu de ces deux styles de vie. Mais quand elle s'accroche à un seul style de vie, elle le réussit pleinement, on peut dire. Oui, un peu. Donc, elle s'est donc retrouvée piégée entre ces deux styles de vie. Je dois dire ici que je travaille avec une entreprise familiale dont la plupart des enfants sont des femmes. Et parmi ces femmes, il y en a qui sont mariées et mères et d'autres qui sont célibataires sans enfants. Celles qui sont mères sont toujours en joie, ou bien plus ou moins. La plupart du temps, elles sont en joie. Elles sont pas aussi stressées, frustrées. Oui, un peu. Et j'ai pu remarquer qu'elles deviennent radieuses à chaque fois que leurs enfants viennent à l'entreprise. En présence de leurs enfants, on peut remarquer qu'elles deviennent radieuses, souriantes et de bonne humeur. Une autre remarque est qu'elles sont plus calmes et plus sereines. Mais quant aux autres qui ne sont pas mariées, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elles ne sont pas du tout sereines. Elles sont tout le temps stressées, elles parlent mal, elles sont, je peux dire même désespérées. Il suffit seulement de voir l'une d'elles quand elle a un rencard. Elles badigeonnent le visage parce qu'elles veulent se rattraper. Mais malheureusement, c'est des femmes qui ont déjà... elles ont déjà atteint leur apogée. Ce n'est plus possible, à moins d'accepter un homme bêta avec qui elle va s'ennuyer. Mais ça aussi, je ne crois pas que ce serait possible. Parce que c'est des femmes qui ont assez d'argent. Elles ont une carrière. Donc, je ne crois pas qu'elles accepteront un bêta avec qui elles vont s'ennuyer. Elles vont toujours rechercher cet homme potentiel et providentiel qu'elles ne vont jamais avoir. Donc, moi, chaque fois, ça me fait rire quand je vois ça au boulot. La dernière fois, même, j'ai failli rire par rapport à un truc. Bon, c'est vrai que ça peut me coûter aussi mon poste. Mais c'est la vie, on s'en fout. Ouais, un peu. Donc, c'est dans ce piège-là que la femme s'est retrouvée. Donc, je remarque que ces femmes non mariées ou bien qui n'ont pas d'homme dans leur vie à l'entreprise sont très malheureuses. Elles sont malheureuses. Elles ont remplacé leur travail par cet amour maternel qu'elles devraient avoir. Je vous dis que des fois même pour quitter le travail, elles sont toujours là. Parce qu'elles n'ont rien à faire. Il n'y a pas d'homme dehors. Donc, elles passent tout leur temps au bureau. Donc, moi, je les laisse et puis bon, je ne sais pas ce qu'elles font après. Elles sont tout le temps là. Mais celles qui sont mariées, vous allez voir que déjà, peut-être 30 minutes même ou bien 1 heure avant même l'heure, elles sont déjà parties de toute la façon, une entreprise familiale. Donc, elles n'ont pas grand compte à rendre à quelqu'un. Donc, elles s'en vont pour s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur foyer. Bon, un peu. Et le lendemain, elles reviennent encore plus radieuses. Parce que d'abord, elles se font chicoter régulièrement, ce qui est très important pour la stabilité mentale d'une femme. Elles se font chicoter régulièrement, comparé à leurs consoeurs qui sont célibataires, qui sont aigris. Elles sont très aigries, je vous dis la vérité. Ouais, un peu. Bref, elles sont devenues presque comme des hommes. Pas une grande différence. Donc, entre ces deux types de femmes, comme je viens de donner l'exemple des femmes de mon entreprise, vous voyez clairement la différence. Ouais, un peu.
Maintenant, quand on observe ce phénomène biologiquement, on s'en rend compte que la femme a beaucoup plus un penchant vers la maternité, quelle que soit la femme qu'elle est. Parce que même en étant ultra riche, en étant, je ne sais pas qui, femme forte et indépendante, elle éprouve toujours ce besoin d'être mère. Sa façon de vivre nous a montré que tout son désir de sécurité financière ou de protection, c'est uniquement dans le but de pouvoir être mère et s'occuper de son enfant. Ouais, un peu. Même quand elle poursuit une carrière, c'est pour plus tard avoir une sécurité et s'occuper de ses enfants. Il y a donc cet instinct naturel de maternité en elle. On se demande ainsi si la nature n'a pas programmé la femme à être mère. Moi, je réponds ici, oui. Elles sont programmées pour ça. Donc, toutes les histoires qu'elles recherchent à côté là, ça, c'est les mondes fantasmagoriques qu'elles se sont créés. Parce que même quand on voit une directrice de banque, elle veut épouser un homme qui gagne plus qu'elle pour assurer la survie et la sécurité. D'abord pour elle et pour ses enfants. C'est toujours ça. Donc, leur objectif final, c'est la maternité. Même si elles ne le disent pas haut et fort. Mais c'est ça. Oui, un peu. Donc, moi, j'ai déjà répondu oui. Mais je vais rentrer un peu plus en détail à notre question pour essayer d'apporter des réponses. Donc, on s'est penché alors sur les expériences entre une mère et son enfant. Et on a pu voir comment se développe l'attachement et l'amour maternel d'une mère pour son enfant. Ainsi, en parlant du cerveau maternel, on a pu voir par les travaux du docteur Louan, que j'ai l'habitude de citer depuis quelque temps dans mes podcasts, que nos hypothèses selon lesquelles la femme est programmée pour être mère sont vérifiées. Donc, je cite ici un passage du docteur en ces termes. Pour les humains, la détermination biologique est moindre. Chez la femme, comme chez d'autres mammifères, les circuits innés du cerveau répondent à des éléments de base. Le développement du fœtus dans son ventre, la naissance, la tétée, le toucher ou l'odeur du bébé et le contact peau contre peau avec celui-ci, même les pères, les parents adoptifs et les femmes sans enfants peuvent réagir de manière maternelle après avoir été quotidiennement en contact étroit avec un bébé. Ces éléments physiques ouvrent dans le cerveau des voies neurochimiques qui créent et renforcent les circuits cérébraux maternels. Aidés en cela par l'empreinte chimique et une augmentation considérable de l'ocytocine. Le cerveau va alors devenir très attentif, motivé et ultra protecteur et forcer la jeune maman à modifier ses réactions et ses priorités. La relation qu'elle a avec son bébé n'a eu aucun équivalent jusque-là. C'est la vie et la mort qui sont en jeu. Ça, c'est le passage du docteur. Voici. Vous voyez bien tout ce que le docteur dit. Donc, les femmes là, ça, c'est leur rôle. Faire des enfants et s'en occuper. Donc, quand on se penche sur nos hypothèses, on se rend compte qu'une femme doit prendre soin de son bébé à plein temps. Parce qu'en voulant poursuivre une carrière et prendre soin de son bébé, on voit que ça a un impact négatif sur le bébé. D'après les travaux du docteur qu'on vient de citer là.
Parce qu'il faut une connexion entre la mère et son enfant. Et quand il y a cette connexion, il y a des réactions chimiques qui se produisent, des trucs qui ont été déjà programmés par le créateur ou bien je ne sais qui. Vous voyez un peu. Donc, quand ces femmes-là font des enfants et qu'elles disent qu'elles veulent aller faire leur carrière, elles causent du tort à leurs enfants. Faute de temps, certaines femmes vont même louer les services des nounous et faire nourrir leur bébé avec le lait de vache. C'est avec le lait de vache qu'elles nourrissent leurs enfants. Les laits qu'on vend dans les pharmacies là. Dès que l'enfant veut pleurer, allez, biberon. Et c'est la nounou qui est là. Allez, biberon. Et après tout, elles s'étonnent que leurs enfants grandissant se comportent comme des bœufs et des vaches. Vous avez nourri ces enfants avec le lait de bœuf et de vache. Donc c'est normal que quand ces enfants grandissent, qu'ils se comportent soit comme des bœufs ou bien comme des vaches. C'est tout à fait normal. Vous voyez un peu. Donc, ceci est juste une raison pour que la femme reste s'occuper de son bébé, puisque le travail modifie ce qui devrait se faire naturellement. Si elle ne peut pas s'occuper de son bébé, qu'elle ne fasse même pas de bébé. Qu'elle ne fasse pas de bébé. Qu'elle s'occupe de sa carrière à plein temps. Et là, chacun est content. Ou un peu. Si je cite aussi encore un autre passage du docteur pour expliquer ce que je suis en train de dire là. Les histoires de lait de vache et je ne sais même pas quoi là. Le docteur dit ceci. Dans nos sociétés, où non seulement les femmes mettent les enfants au monde, mais doivent travailler pour subvenir à leurs besoins, ces modifications cérébrales sont la source d'un conflit douloureux pour une mère. Vous voyez un peu. Elle souffre parce qu'elle ne peut pas s'occuper de son enfant. Elle dit qu'elle va aller travailler. Moi, ma question dans tout ça, c'est que celui qui l'a enceinté là, il est où? En tout cas, s'il n'est pas mort, il est où? Et puis, c'est elle qui doit aller faire carrière pour s'occuper de son enfant. S'il n'est pas là, c'est que cette femme-là a un problème. Elle a un problème. Oui, elle a un problème. Si ce père est un voyou, ou bien si ce père est quelqu'un qui s'en fout de son enfant, c'est que cette femme-là a un problème. C'est elle qui a choisi le papa là. Vous voyez un peu, elle a choisi ce papa. Pourquoi elle choisit ce genre de papa pour son enfant, alors que ce papa-là ne sera pas là quand elle va souffrir avec l'enfant là? Qui va s'en occuper? Vous voyez un peu comment les femmes sont? C'est-à-dire qu'elles vont créer des problèmes avec d'autres hommes et vont vouloir que d'autres hommes viennent corriger ces problèmes-là. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je crée des problèmes. Donc, ceux qui vont venir corriger là, vous êtes les bienvenus. Elles sont là. Ça, c'est encore une raison. Ça, c'est encore une raison pour que la femme reste s'occuper de son enfant. Puisque le travail l'empêche de faire cela. Ce qu'elle doit faire naturellement. Elle n'arrive plus à le faire. Oui, un peu. On peut donc dire qu'elles sont programmées pour ça, pour s'occuper des enfants, pour être des mères. Une autre observation qu'on a fait, c'est que les femmes aiment les enfants de façon naturelle. Si on se réfère déjà à ce qui s'était dit dans les passages du docteur, toutes les femmes au monde sont programmées, parce qu'elles sont programmées à être mères. Dès qu'elles voient un bébé, il y a un truc là naturel qui se déclenche. Vous voyez un peu. Peu importe qu'elles soient les mères biologiques ou non. Et cette observation, on l'a faite beaucoup plus en Afrique. Parce que là-bas, les gens sont beaucoup plus proches et beaucoup plus chaleureux
qu'en Occident, ou bien aux USA, ou bien je ne sais pas quoi. De toutes les façons, en Afrique, les gens sont très chaleureux là-bas. Et ils sont très proches. Bon, un peu. Donc, le truc, c'est que quand une femme se promène dans les rues d'Afrique avec son bébé, ce que vous allez constater, c'est que presque toutes les femmes qui croisent sa route veulent apprécier ce bébé-là ou le prendre dans leurs bras. S'amuser avec lui, etc. Même si ne serait-ce que 30 secondes. Oui, un peu. C'est vrai qu'en Occident, cela se produit, mais rarement. C'est très rare. À cause des réalités sociales propres à l'Occident où tout le monde se méfie de tout le monde. Là-bas aussi, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. L'Afrique aussi, c'est l'Afrique. Oui, un peu. Chaque continent a ses réalités sociales. Cette observation qu'on a pu faire en Afrique trouve aussi sa justification dans ce passage du docteur. Ce passage dit ceci. Malgré nous, la biologie peut investir des circuits et beaucoup de femmes ressentent les symptômes du cerveau maternel avant même la conception. Surtout si elles essaient depuis quelque temps de tomber enceintes. Elles vont par exemple éprouver le désir d'enfant après avoir tenu dans leurs bras le nouveau-né d'une autre. Brusquement, même les moins intéressés par les bambins peuvent se sentir irrésistiblement attirés par l'odeur et le contact délicieux d'un bébé. Ce phénomène qu'elles peuvent attribuer à l'horloge biologique ou à la vertu de l'exemple est en fait la conséquence d'un changement intervenu dans leur cerveau, où s'est installée une nouvelle réalité. Il y a dans l'odeur suave d'une tête de nourrisson des phéromones qui stimulent la production d'ocytocine, ce puissant filtre d'amour, et provoque une réaction chimique à l'origine du désir d'enfant. Voyez un peu. En même temps, elles sont programmées pour être des mères, en même temps, ça leur est bénéfique. Parce qu'il y a les histoires d'ocytocine au milieu. L'enfant profite, la maman aussi profite. Donc, je ne vois pas pourquoi les femmes refusent de faire des enfants. Ou bien font des enfants et refusent de s'en occuper, alors que, bon, elles ont tout intérêt à gagner. Ou un peu. Aussi, un peu plus tôt, je parlais des femmes avec qui je travaille. La plupart de ces femmes sont des prototypes de femmes fortes et indépendantes. Mais quand les enfants à leur sœur font irruption dans l'entreprise en courant de joie vers leur mère, on peut lire sur le visage de ces femmes fortes et indépendantes ce désir et cette envie d'être dans la position de leur sœur. Je vois ça tous les jours. Ou un peu. Je vois ça. Ce n'est pas comme à raconter. Avec mes deux yeux, comme nous disons en Afrique. Je vois ça avec mes deux yeux. Tous les jours. Mais une seule chose les retient. L'illusion d'être plus forte que les hommes. Parce qu'elles occupent des postes quand même très très élevés dans l'entreprise. Ou un peu. Et quand ces enfants viennent embrasser leur tante, ah là c'est gâté. On peut voir clairement que ces tantes-là rougissent en prenant les enfants de leur soeur dans leurs bras. Elles rougissent tout le temps. Donc cette hypothèse est juste une preuve que même les femmes qui ont préféré la carrière à la famille ont toujours un penchant naturel vers la maternité. Même la femme la plus forte et indépendante ne peut résister au désir d'être maman. C'est inné. C'est inné en les femmes. Que celle qui n'est pas femme là vienne me dire le contraire. La femme qui va me dire qu'elle n'a pas ce truc inné de vouloir des enfants, c'est un monstre. Je vous dis la vérité, il n'y a pas un monstre plus que ça. Ben, un peu.
Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que la femme n'aime personne. Peut-être, ça même, je ne suis pas sûr, mais peut-être la seule personne qu'elle peut aimer, c'est son enfant. Et si on n'aime plus son enfant ou bien n'aime pas du tout les bébés, alors là, c'est que c'est gâté. C'est vraiment gâté. Je cite encore un passage du docteur en ces thèmes. La transformation du cerveau en cerveau maternel débute à la conception. Elle peut affecter les circuits de la plus carriériste des femmes et modifier sa perception, sa pensée, ses priorités tout au long de la grossesse. Son cerveau est imprégné par les neurohormones que produisent le fœtus et le placenta. C'est ce que je disais un peu plus tôt, non? Que même certaines femmes carriéreuses, dès qu'elles font enfant, soit elles abandonnent leur carrière ou bien elles font une pause. Parce que ce truc-là, c'est programmé, elles ne peuvent pas changer ça. Ou un peu. Quand on achète les appareils électroniques, il y a des programmations de base avec lesquelles ces appareils-là viennent. Ce qu'on appelle en anglais les built-in. Vous ne pouvez pas changer ça. Et sans ça, l'appareil ne va même pas travailler. Oui, un peu. Donc, c'est pareil pour les femmes. Elles sont programmées. Le corps est déjà là pour accepter un enfant. Maintenant, elle de choisir si elle veut le faire ou pas. Mais même quand elle dit qu'elle ne le fait pas, il y a toujours le corps qui réclame. Oui, un peu. Ce qu'on constate malheureusement avec les sœurs dont je parle, celles qui ont des enfants et qui poursuivent aussi une carrière, est qu'elles sont obligées d'élever leurs enfants par télééducation. J'observe ça tous les jours. J'observe ça à travers la vitre. Vous les voyez, elles sont là, elles placent les tablettes, elles font les gestes, au lieu d'aller s'occuper de leurs enfants. Des fois même, elles sont absentes à cause de ces enfants-là. Et les jours que ces enfants-là débarquent à l'entreprise, leur travail est perturbé. C'est-à-dire qu'avec les enfants, c'est difficile de bien mener la carrière. C'est ce que je vais expliquer en fait. Bon, un peu. C'est impossible de consacrer la même énergie pour les deux causes. Donc, résultant, on se contente de peu des deux côtés. On profite un peu de la carrière, on profite un peu des enfants. Mais c'est à choisir si vous le profitez vraiment d'un style de vie. Donc, la biologie n'a pas programmé la femme à faire tant de choses à la fois, mais elle s'entête à le faire. Selon le fonctionnement de ces hormones, au fur et à mesure que les années passent, elle devrait normalement se consacrer sur une chose à la fois. Dans les années plus tôt, à faire des enfants et s'en occuper. Et dans les années plus tard, s'occuper de sa passion et de sa carrière. C'est ce que je dis toujours à mes soeurs. Faites vos enfants. Trouvez un homme. Qu'elle se marie ou pas, moi je m'en fous. En tout cas, il faut qu'elle soit avec un homme. Parce que c'est ça leur vie. Leur carrière, là, elles peuvent faire ça après. Qu'elles vont finir de faire quand elles vont avoir les 35 ans, je ne sais quoi, là, elles peuvent faire carrière. Au lieu de gâcher leur vie, qu'elles vont faire carrière et puis à 35, 40, elles n'ont pas d'homme. J'ai ça dans ma famille. Ces femmes carriéreuses là. Actuellement, elles sont en train de souffrir grave même. À la recherche de l'homme providentiel. Qui ne va jamais venir. Ou un peu. Ça ne va jamais venir. L'homme qu'elle recherche là, actuellement là, c'est comme Messi qui devra quitter le PSG pour aller jouer dans tout puissant Mazembe au Congo. Ça ne va jamais arriver. Voilà.
elle ferait mieux de venir me voir et je vais les aider. On va leur trouver quelques bêtas là quelque part et puis bon, ils vont profiter au moins de leur argent. Donc, dans cette perspective, j'avais dévié un peu du sujet, hein, je reviens. Mais cela même m'envoie loin. Dans cette perspective, le docteur Luan dit elle dit qu'au XVIe siècle, les femmes devenaient fertiles à 16 ou 17 ans. Et 10 ans plus tard, elles avaient eu tous leurs enfants. Comme ça se passait aussi en Afrique. En Afrique, déjà, autrefois, à 16 ans, bon, jusqu'à ce que vous avez 30 ans, vous avez au moins beaucoup d'enfants. Hein. Ah ouais, vous avez beaucoup d'enfants. La carrière finissait très tôt. La carrière de la maternité, ça finissait très tôt en Afrique. C'est maintenant que les petites filles là, commencent pas à faire des enfants à l'âge de 30 ans. C'est trop tard, ça. C'est pourquoi les enfants de maintenant, là même, sont pas forts, sont pas costauds. Parce que les gènes sont un peu démodés, si on peut dire. Ouais, un peu. Je reviens au sujet. Le docteur dit qu'au XVIe siècle, les femmes devenaient fertiles à 16 ou 17 ans. Et 10 ans plus tard, elles avaient eu tous leurs enfants. Aujourd'hui, quand le cerveau maternel prend le contrôle, elles sont en pleine activité professionnelle et la surcharge de leurs circuits cérébraux donne lieu à bien des tiraillements. Plus tard, elles se retrouvent face aux montagnes russes de la périménopause et de la ménopause, avec des jeunes enfants qui courent partout dans la maison. Et elles sont toujours occupées par leur travail. Si une femme n'est pas venue me consulter à la trentaine pour me parler de la difficulté de concilier carrière et maternité, elle le fera à la quarantaine pour m'expliquer qu'elle n'a tout simplement pas le temps d'être en périménopause. Elle ne peut se permettre d'avoir des troubles de mémoire et de concentration à cause d'un décalage hormonal qui la met dans le 36e dessous. Vous voyez un peu? Ça, c'est une preuve que les femmes doivent faire leurs enfants très tôt. Maintenant que nous avons montré que la femme est faite pour être maman, c'est d'ailleurs pourquoi elle a le pouvoir de sélection naturelle, c'est-à-dire de faire perpétuer les bons gènes. C'est pour ça qu'on lui a donné ce pouvoir. Sinon, à quoi ça sert si elle va choisir des hommes avec qui elle va faire des enfants là de 35 ans? Ça ne sert à rien. De toutes les façons, les femmes à 35 ans, elles ont très peu de chances de faire des enfants. Peut-être quelque chose plus ou moins 30%. Hein. Je vais faire un podcast sur ça. Très faible. Très faible. Oui, un peu. Donc, elles ont ce pouvoir de sélection naturelle, c'est-à-dire de perpétuer le bon gène. Nous allons donc montrer ce qui se passe quand la femme tombe enceinte et comment la fibre maternelle se développe, toujours en s'appuyant sur les travaux du docteur Luan. La première question qu'on se pose est le pourquoi les femmes dorment et mangent beaucoup une fois enceintes. Et à notre question, le docteur a répondu en expliquant cela en ces termes. Le niveau de progestérone s'élève peu à peu dans son sang et dans son cerveau. Bientôt, ses seins deviennent sensibles, ses circuits cérébraux s'apaisent et elle se sent comme endormie. Elle a besoin de plus de repos et de plus de nourriture que d'habitude. La montée hormonale a un impact considérable sur ces centres de la faim et de la soif. Le docteur va plus loin en expliquant ce qui se passe du 1er mois au 9e mois en ces termes que je vais citer. Ces premiers mois sont difficiles à passer pour Nicole. C'était une de ses patientes. Au travail, elle a du mal à faire une autre chose que de rester assise à son bureau en luttant contre les nausées. Le 4e mois marque un tournant. Toutefois,
Au niveau cérébral, les changements hormonaux massifs ont été intégrés et elle peut manger normalement, voire voracement. Son cerveau conscient et inconscient se concentrent sur ce qu'il se passe dans son utérus. Vers le 5e mois, elle sent des petites bulles de gaz dans son abdomen. Elle pourrait penser qu'elle a trop mangé, mais non. Son cerveau les enregistre comme des mouvements de son bébé. Même si le cerveau maternel subit une imprégnation hormonale depuis des mois, c'est seulement maintenant que Nicole prend véritablement conscience d'avoir un enfant dans le ventre. Il y a presque 6 mois qu'elle est enceinte et les circuits de l'odorat, de la soif et de la faim se sont modifiés et agrandis, tandis que les cellules de l'hypothalamus qui déclenchent habituellement le cycle menstruel ont été freinées. Tout est prêt pour que les circuits de l'amour se développent. Quel amour entre elle et son enfant. Ou un peu. Donc ça, c'est le passage du docteur. Le passage continue en ces thèmes. Au cours de la grossesse, l'effet calmant de la progestérone et des niveaux élevés d'œstrogène joue un rôle protecteur contre les hormones du stress. Ces substances chimiques de FUT ou LUTS, telles que le cortisol, sont sécrétées en grande quantité par le fœtus et le placenta, de sorte qu'elles baignent le corps et le cerveau maternel. Pendant les dernières semaines, leur niveau dans le cerveau est équivalent à celui d'un exercice violent. Curieusement, pourtant, la femme enceinte n'éprouve pas une impression de stress. Ces hormones ont pour but de la rendre vigilante sur sa sécurité. La nutrition et son environnement est moins attentive à d'autres tâches, par exemple l'organisation de son travail. Voilà, ça c'est ce que le passage dit. Ce qui est encore surprenant d'après ces études est que le docteur nous apprend que pendant la grossesse, la femme perd un peu de ses capacités cérébrales. Ceci explique le pourquoi pendant la grossesse, les femmes deviennent bizarres et ont des envies bizarres. Pour parler de leurs envies bizarres, en Afrique francophone, il y a une blague selon laquelle une femme enceinte dit à son mari qu'elle a envie de son ex et que c'est le bébé qui réclame cela. C'est vrai que c'est une blague, un peu exagérée, mais c'est juste pour montrer l'ampleur de cette étude du docteur Louan. C'est juste pour vous dire que les femmes pendant la grossesse sont vraiment bizarres. Et ce n'est pas de leur faute, mais tout ça là, c'est juste les résultats de ce qui se passe dans leur corps avec les histoires de sécrétion de ces hormones. Ou un peu. En effet, le docteur dit, en ces thèmes, des changements se produisent également dans la taille et la structure du cerveau. L'IRMF a montré qu'entre le 6e et le 9e mois de grossesse, le cerveau de la femme enceinte se réduit. On peut l'attribuer au fait que certaines zones cérébrales s'agrandissent, tandis que d'autres rapetissent avant de revenir petit à petit à la normale 6 mois après l'accouchement. Les études effectuées sur des animaux ont révélé que le volume du cortex, la partie pensante du cerveau, s'accroît durant la gestation, ce qui révèle la complexité et la plasticité de cet organe chez la femelle. La science n'a pas encore découvert la raison de ce phénomène, mais il est révélateur de l'ampleur de la restructuration et des modifications métaboliques en cours. Il ne s'agit pas d'une perte de cellules cérébrales. Certains spécialistes sont persuadés que chez la femme enceinte, la réduction du cerveau est la conséquence des modifications du métabolisme cellulaire nécessaires à la restructuration de certains circuits. Il s'apprête à transformer des voies à sens unique en autoroutes.
Ainsi, tandis que le corps prend du poids, le cerveau en perd. 8 à 15 jours avant l'accouchement, il recommence à grossir. Il est en train de construire un vaste réseau de circuits maternels. Ça, c'est ce que le passage du docteur dit. Un peu. Même pendant la grossesse, là, les femmes perdent un peu de leur cerveau. Ah, ça, c'est grave, ça. C'est vrai qu'en se basant sur une connaissance empirique et sur ces expériences scientifiques du docteur Louan, on peut voir que la nature a programmé la femme à être mère. Mais elle a fait cela avec beaucoup de récompenses. C'est-à-dire que la femme, de par sa nature, est un être qui n'a pas forcément besoin de travailler avant de survivre. C'est un être qui n'a pas forcément besoin d'être performant avant de jouir des plaisirs sexuels. C'est un être qui tire tout le bénéfice de la vie, d'abord en état fille, ensuite copine, après femme et enfin mère. À tout âge de sa vie, elle a toujours quelqu'un pour lui rendre la vie facile. Ainsi, comment une femme profite du bonheur en étant maman? Le docteur va nous expliquer cela tout de suite. Le docteur nous explique que les contractions à l'accouchement sont provoquées par l'augmentation de l'ocytocine. Ouais, un peu. Ça, c'est comme ça qu'une femme profite du bonheur en étant maman, avec la sécrétion de l'ocytocine. Nous savons tous que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est elle qui est sécrétée en quantité importante au moment de l'orgasme. Elle a été baptisée l'hormone de l'attachement par certains scientifiques car elle est produite lors de toute relation affectueuse. La mère et son enfant, deux amoureux, on peut voir que le mécanisme est mis en place pour donner de la joie à la femme, même au moment de l'accouchement, par la sécrétion de l'ocytocine. Même en accouchant, il y a la sécrétion de l'ocytocine. Bon, un peu. Le docteur décrit la naissance du cerveau maternel en ces termes pour illustrer la sécrétion et le rôle de l'ocytocine au moment de l'accouchement. Le docteur dit ceci. Lorsque le fœtus est prêt à naître, il envoie des signaux. Le niveau de progestérone de la mère s'effondre, tandis que l'ocytocine inonde son corps et son cerveau, ce qui provoque les premières contractions utérines. Voilà. C'est ce que le docteur dit. L'ocytocine étant l'hormone de l'amour et de l'attachement, on voit son importance dans le lien entre mère et enfant. Bon, un peu. C'est ça qui explique la raison même pour laquelle les femmes aiment tellement les enfants. C'est parce que l'ocytocine est sécrétée. Et chaque fois que la femme s'attache à n'importe quoi que ce soit, il y a l'ocytocine qui est sécrétée. Ce n'est pas seulement sur la femme, même quand l'homme s'attache à quelque chose. Souvent, c'est ce qui se produit quand nous tombons amoureux. Ouais, un peu. Donc, pour illustrer parfaitement le rôle de l'oxytocine dans l'attachement mère-enfant, ce qui nous concerne ici, le docteur nous donne l'exemple des brebis en disant ceci. Prenons les brebis par exemple. Lorsque l'agneau s'engage dans le canal, l'ocytocine recable le cerveau de la mère et le rend extrêmement sensible à l'odeur de son petit. Elle va avoir 4 à 5 minutes pour s'imprégner de l'odeur du nouveau-né. Par la suite, elle autorisera son agneau seul à la tétée et repoussera les autres dont l'odeur ne lui sera pas familière. Si elle ne peut sentir l'odeur de son petit durant ces premières minutes, elle ne le reconnaîtra pas et le rejettera également. La mise bas déclenche chez la brebis des modifications biologiques rapides repérables dans son anatomie cérébrale, sa neurochimie et son comportement. Vous voyez comment toutes ces histoires-là sont très complexes et compliquées. Quand elle n'arrive pas à reconnaître l'odeur de son bébé, la brebis rejette son bébé. Vous voyez un peu comment c'est? Ces histoires d'attachement entre mère et enfant.
On peut voir par ce passage que la brebis rejette son bébé si elle ne reconnaît pas son odeur à la naissance. Donc, de ce fait, l'ocytocine a un rôle très important dans l'amour maternel à la naissance. Par analogie chez l'humain, le docteur dit que, chez la femme, les odeurs de la tête du nouveau-né, de sa peau, de ses selles, du lait maternel recraché et autres fluides corporels qu'elle aura reçus sur elle durant les premiers jours vont imprégner chimiquement son cerveau. Et à 90%, elle sera capable de repérer l'odeur de son enfant parmi d'autres. C'est également vrai des pleurs et des gestes du bébé. Le contact de sa peau, la forme de ses petits doigts et de ses orteils. Ces petits cris sont maintenant littéralement tatoués sur son cerveau. En quelques heures ou quelques jours, elle va être envahie par un sentiment de protection. L'agressivité maternelle s'installe. Les circuits cérébraux sont assaillis par sa force et sa résolution de s'occuper qu'elle pourrait arrêter un camion avec son corps pour le protéger. Son cerveau n'est plus le même et sa propre réalité non plus. Ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que j'ai eu une expérience avec une femme, disons une mère célibataire en fait. Notre premier rendez-vous, elle voulait venir avec son bébé. J'ai dit, niet, ton bébé ne vient pas ici. Elle s'est énervée. Moi aussi, je me suis énervé. C'est toi, je veux. Le bébé là, c'est pas à moi. Tu ne l'amènes pas ici. Bon, le rendez-vous n'a pas eu lieu. Hein. Donc, c'est depuis ce temps que j'ai décidé de ne plus traiter avec les mères célibataires parce que c'est une perte de temps. Voilà. Donc, j'ai donné cet exemple juste pour vous dire que quand une femme a déjà un bébé, c'est que ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Donc, cela est dû à toutes ces réactions chimiques-là qui sont produites à la naissance. Vous voyez un peu. Donc, la constitution de la fibre maternelle se fait donc par la sécrétion de l'ocytocine. Le pourquoi le docteur dit du moment que la femme est en contact physique continu avec l'enfant, le cerveau sécrète de l'ocytocine et constitue les circuits nécessaires à la création et à l'entretien du cerveau maternel. Ils existent également chez les mères adoptives. Encore une preuve que les femmes sont programmées pour être des mamans. Même celles qui n'ont pas fait les enfants là, ont cette programmation-là. Vous voyez que l'ocytocine, ce que l'ocytocine crée chez une mère, cet attachement à l'enfant devient tellement puissant qu'il n'y a que cet enfant qui compte à ses yeux. Autrefois, la sécrétion de cette ocytocine était déclenchée par les rapports affectueux qu'elle avait avec les hommes. Mais à la naissance, la source devient le bébé. Je vous l'ai déjà dit, la femme est un businessman. Et pour elle, ses émotions sont sa réalité. Désormais, c'est le bébé sa réalité parce que c'est lui la raison de la création de ses hormones. C'est lui la raison de la création de l'ocytocine dont elle profite. Si elle est mariée ou a un partenaire, ce dernier passe au second plan. C'est pourquoi elle ne se soucie plus de son homme une fois qu'elle a un enfant. Vous avez compris maintenant. Il y a un podcast qui arrive par rapport à ça. Donc l'intérêt change. Cet amour inconditionnel tant recherché, cet amour responsable de la création d'ocytocine vient désormais de son enfant. Et cet amour, cette création d'ocytocine-là, ce n'est pas... Elle n'est pas obligée d'écarter les gens pour avoir ça. Parce que chez les hommes, avant que les hommes puissent provoquer cette création d'ocytocine chez elle, il faut qu'elle écarte les gens. Avec son enfant, elle n'a plus besoin d'écarter les gens. Donc vous voyez pourquoi l'on passe au second plan quand elle a les enfants. Un peu.
Quand vous avez déjà vu une mère s'amuser, s'occuper de son bébé, vous verrez que le lien entre les deux est si fort qu'une mère ne peut se passer de cette émotion positive là. C'est impossible. Les femmes carriéreuses là, c'est parce qu'elles ne savent pas le bénéfice qu'il y a là-bas. Sinon, elles allaient fuir leur carrière depuis. Moi, je vous dis, les femmes sont des businessmen. C'est parce qu'elles ne savent pas. Vous voyez un peu. Donc, quand une femme met au monde un enfant, elle ne se soucie plus vraiment de son nom, mais seulement d'elle-même et de son enfant. Elle le fait pour leur sécurité. Mais quelle est la faute de l'homme? C'est ça la question. En gros, même l'enfant n'appartient pas à l'homme. Il a juste aidé à faire l'enfant. Et l'enfant ne l'appartient pas. En tout cas, dans la tête de la femme, c'est comme ça. Pour la femme, l'enfant, c'est à elle. C'est pourquoi quand il y a un petit problème, elle prend les enfants, elle se casse. Elle ne se soucie pas de ce que l'on pense. Elle prend les enfants et puis elle se bat. Elle a juste besoin d'un homme pour l'aider à élever les enfants. C'est d'ailleurs pourquoi elle aime se marier aux hommes, sinon elle s'en fout vraiment du mariage. C'est pas son problème. Elle le fait parce qu'il y a des hommes qui vont l'aider à élever ses enfants. Le docteur illustre cela par ce passage qui dit: maintenant, toutefois, elle en voulait à son époux de ne pouvoir assurer plus de sécurité à sa famille. Ses besoins et sa réalité avaient changé du tout au tout, presque du jour au lendemain, et son cerveau maternel protecteur était concentré sur la capacité du mari à les faire vivre. La mère, dont l'agressivité et l'instinct de protection sont en éveil, devient particulièrement vigilante sur la sécurité du bébé au domicile. Elle veille à sécuriser les prises de courant et les placards contenant des produits dangereux et n'autorise personne à toucher l'enfant sans s'être lavé les mains auparavant. Comme un système humain global de repérage, ces centres cérébraux de la vue, de l'ouïe et du mouvement sont axés sur le suivi de son enfant. Cette vigilance aiguisée peut s'exercer tous azimuts, selon la menace que la mère détecte sur la sécurité et la stabilité de son nid. Et cela peut aller jusqu'à la remise en cause du rôle du chef de la famille, de l'époux. Vous voyez un peu comment c'est compliqué cette affaire quand elle fait un enfant. Dès qu'elle fait un enfant, là, vous ne comptez plus. Vous comptez seulement si vous arrivez à apporter quelque chose à leur sécurité, sinon vous n'existez plus. C'est malheureux pour les hommes, mais c'est comme ça, c'est le game. C'est pourquoi il est très dangereux pour un homme d'être avec une seule femme. C'est très dangereux pour sa santé physique, mentale et émotionnelle. Ouais, un peu. Donc, moi, je crois que j'ai trop parlé. Je vais m'arrêter ici. Je suis même fatigué. Donc, de ce podcast, ce que nous retenons, c'est que la nature a programmé les femmes à être mères. La femme fuit son rôle. Elle est en train de fuir son rôle de mère, mais ça la rattrape toujours parce que personne ne peut fuir la nature. Personne ne peut fuir sa nature. Ça va vous rattraper. C'est pourquoi quand on laisse le monde sans activité humaine, la nature reprend ses formes en faisant pousser les arbres là où il faut, de l'eau là où il faut et les montagnes là où il faut. Ainsi, la femme a cet instinct naturel, cette fibre maternelle là. C'est comme ça on dit, non? Maternelle, ah ouais. Qui la rappelle toujours vers la maternité. En fin de compte, la seule chose qui peut vraiment la rendre heureuse et épanouie, c'est la maternité. En plus des preuves scientifiques, nous voyons tous la réalité autour de nous. En tout cas, si nous avons envie de la voir. Donc moi, je m'arrête ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur de la vidéo. Vous faites ce que vous voulez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Partagez ça surtout aux femmes. Il faut qu'elles réfléchissent 2 fois à leur vie. Bon, vous passez une très belle soirée sous la protection divine.
Ciao.